Kevin, bonjour. Merci de prendre le temps aujourd'hui. Est-ce que tu peux très rapidement te présenter, s'il te plaît? Yes, je suis Kevin Yvain, donc Head of Data Science pour l'équipe cycliste Red Bull Borangereux et fondateur de Sport Science AI. Donc, deux casquettes. La première, c'est vraiment plus l'aspect stratégie et développement d'une plateforme data pour l'équipe cycliste Red Bull Borangereux, en Ok, collaboration avec les autres structures data de Red Bull, multisport. Et l'autre aspect, donc Sport Science AI, donc c'est un projet startup que j'ai lancé pour le moment tout seul, où je suis sur globalement la proposition d'un outil à un plus grand public. d'accord, L'idée étant de permettre aux professionnels du sport, scientifiques du sport, donc ça peut être les sport scientists, les chercheurs, les coachs, d'accord, les médecins du sport, kinés, nutritionnistes, d'avoir accès à un chatbot qui se nourrit uniquement d'informations venant de la littérature scientifique, ok, donc qui vient citer ses sources et mhm, permettre en fait aux chercheurs et à tous ceux en fait qui doivent rester à jour sur la littérature scientifique, en d'accord, quelques minutes d'avoir des réponses et une petite revue de littérature et d'avoir accès aux sources les plus pertinentes par rapport à leurs questions. d'accord, ok. Et du coup, ça s'adresserait à qui, en fait, quand tu dis à un grand public, parce que je pense que c'est quand même assez spécifique. Ça reste assez niche. Ouais. Alors, à Ouais, la base, c'était pour moi. J'ai fait cet outil-là parce d'accord, que globalement, je viens pas du monde de la recherche, mais je d'accord, devais, en tant que data scientist, dans le monde du sport, être au courant de toutes les nouvelles études qui pouvaient sortir. Et en fait, mhm, j'avais juste pas le temps parce que j'avais mon job à côté. oui, Je voyais que les coachs dans les structures au top niveau mondial avec lesquelles je bossais mhm, n'avaient eux-mêmes pas le temps parce qu'ils étaient au quotidien avec des bien athlètes. sûr, Et je trouvais ça dommageable que voilà, on n'était pas capable de rester à jour mhm, là-dessus, mais c'est juste lié au fait qu'il y a énormément de recherches qui est publiée de plus en plus. bien sûr, Il y a un peu de tout en termes de qualité. Les outils traditionnels, Google Scholar ou autres, ils ne sont mhm, pas évolués depuis des années. non, Et en fait, ils ne permettent pas de facilement retrouver des recherches pertinentes d'accord, à ce niveau-là. Donc à la base, c'était pour moi. mhm, Après, pour mes collègues, et progressivement, en fait, ça s'est un peu naturellement étendu à des chercheurs, des sport scientists, des médecins du sport, d'accord, nutritionnistes, kinés, tous ceux qui peuvent toucher à avoir un besoin, en tout cas, de rester à jour. Il y a même des athlètes bien sûr. qui sont de plus en plus nerds un Euh, peu et qui veulent être eux-mêmes éduqués et se tenir à jour des avancées qui font clairement améliorer les performances. Bah, clairement, parce qu'aujourd'hui, en fait, en tant que sportif, en fait, derrière, si tu veux élever tes performances, tu vas aller chercher en fait ces petits détails qui font la différence. Et c'est je dirais, en t'instruisant avec cette culture en fait des études scientifiques amènent des informations, des tests qui font amener les athlètes à performer. Je trouve, enfin, peut-être c'est, je dirais, un peu le cœur de ton métier aujourd'hui en tant que data scientist, c'est d'observer aujourd'hui les performances des athlètes et de voir comment tu peux les améliorer. Tu me dis si je me trompe, Non, hein. c'est ça. Mais c'est pas donné à tous d'être capable, ou d'une part d'avoir le temps Oui, d'y consacrer, parce que je disais, la quantité de papiers scientifiques publiés chaque semaine est assez astronomique maintenant. Et il faut savoir lire en anglais. oui, Il faut savoir avoir un vocabulaire assez technique en anglais. Et en fait, cet outil il permet d'interagir dans n'importe quelle langue, avec n'importe quel niveau de technicité, d'accord, et va répondre du coup de manière vulgarisée et permettre à des gens qui soit sont pas bilingues en anglais, d'accord. soit qui n'ont pas encore, qui n'ont pas forcément un PhD, un doctorat en Mhm, sciences du sport, de pouvoir poser des questions simples mhm. et de pour autant quand même être capable d'avoir des réponses dans la langue désirée, D'accord. avec un niveau de complexité qui s'adapte en fait à l'interlocuteur. Ok, super. Aujourd'hui, toi, tu utilises l'IA, je dirais, de manière quotidienne. C'est quoi aujourd'hui, selon toi, l'outil dont tu ne pourrais plus te passer en fait, soit peut-être dans la vie de tous les jours ou que ce soit professionnel ou à titre perso, quoi. Moi, clairement, je suis encore très hands-on où je code encore énormément. Donc, Ouais. clairement, moi, j'ai vu la révolution où je bataillais il y a encore quelques années à essayer d'être à la fois sur la partie data science, être capable de développer des plateformes data où j'avais besoin d'avoir des compétences au niveau de software engineering, de DevOps, d'avoir tout un panel d'expertise hyper large. Et en fait,
c'était plusieurs métiers à plein temps quasiment. D'accord. Alors que maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus réaliste où depuis quelques années, Mhm. quelques mois, j'utilise des outils d'IA intégrés dans les interfaces de code où D'accord. en fait, il suffit de taper un début de ligne de code et puis la ligne de code va se compléter. Mhm. On peut interagir à la manière d'un chat GPT directement dans l'interface de code pour dire OK, je veux rajouter Telle telle interaction. interaction, telle feature pour l'utilisateur, Mhm. comment je vais m'y prendre, et puis on va avoir une première ébauche de code qui va sortir. D'accord. Pour moi, et je pense que dans tous les domaines de l'ingénierie, c'est quelque chose qui fait juste que je suis 10 fois plus efficace aujourd'hui. D'accord. Et je pense qu'il y a moyen de le répliquer dans tous les domaines. C'est ce que j'essaye de faire pour la science du sport, où il n'y a pas d'outils spécifiques aujourd'hui qui Yes. ciblent ces utilisateurs. Mais je pense que dans tous les secteurs, tous les métiers, ceux qui n'utilisent pas l'IA Mhm. et qui sont plus réfractaires et pensent qu'ils vont se faire remplacer, vont se faire remplacer effectivement par l'IA si eux ne prennent pas le pli et en fait adaptent juste leur manière de travailler. Oui, c'est ça, c'est trouver en fait comment adapter, en fait, ça adapter à l'outil en fait et comment j'en fais une force et pas une. C'est ça. Je dirais que je les appelle les schtroumpfs-grognons, ceux qui sont pas contents dès qu'on entend parler d'IA et c'est vrai qu'il y a une gros engouement parce que c'est une claque, je dirais, une révolution qu'on n'a pas encore, hein, je dirais, on se rend pas compte vraiment de l'impact que ça a. Enfin, toi, tu l'as parce que tu le vois en fait, le gain de temps que tu vas pouvoir avoir. Comme quand tu l'as dit, quand tu vas coder, en fait, derrière, tu poses un bout de code et puis derrière, l'IA va générer la suite. Et donc, du coup, ça, je pense que c'est un gain de temps pour toi en termes de productivité. Et derrière, d'aller chercher aujourd'hui ces outils-là, je trouve ça génial. Aujourd'hui, pour toi, est-ce que par rapport, il y a une compétition qui s'est mise en place entre, je dirais, la Chine, les États-Unis, qui sont, je dirais, des pays qui sont bien installés sur la partie IA. La France, la France et l'Europe arrivent derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les compétences ou la capacité de pouvoir rivaliser avec ces pays-là qui sont gigantesques? Ouais, alors moi je suis pas forcément tant que ça exposé pour le moment, du moins à la Chine ou ces pays-là, parce que le cyclisme, où c'est mon cœur d'expertise actuellement, D'accord. est très européen. Ok. Ce qui fait que sûrement c'est la raison pour laquelle les US n'ont pas forcément investi et où j'ai pas forcément trop de concurrence à ce niveau-là, Ok. juste parce que le cyclisme n'est pas un sport populaire, on va dire, aux États-Unis. Donc j'ai D'accord. cette chance-là peut-être. Sur mon outil de Sport Science AI qui lui est beaucoup plus, qui touche tous les sports en fait. Mhm. C'est sûr que je vois des outils américains pas spécifiques à la Sport Science qui D'accord. arrivent, qui sont généralistes. Donc forcément, un chat GPT peut être considéré Bien comme sûr. un concurrent. Il peut y avoir tout plein d'outils plus spécifiques à la recherche scientifique qui sortent. Mhm. Rien n'est spécifique actuellement à la Sport Science. Mais D'accord. c'est sûr que quand on voit le moindre concurrent qui lève des millions, c'est sûr que ça fait dire qu'il faut aller vite et essayer de développer et d'avancer plus vite qu'eux. C'est sûr qu'avec beaucoup moins de moyens, ça peut être compliqué. D'accord. Mais je pense que DeepSeek en Chine a pu montrer qu'avec relativement peu de moyens, quelques millions seulement, Mhm. on peut concurrencer des modèles comme ChatGPT. Donc c'est Carrément. assez intéressant. Aujourd'hui, il y a déjà en fait une plateforme qui justement traite les données scientifiques, alors pas que dans le sport, mais de manière générale, et qui va amener, je dirais, des informations pour pouvoir avoir une synthèse de ces études scientifiques qui sont parfois extra larges, extra complets, pour vraiment avoir, je dirais, la synthèse des résultats, des informations importantes et clés pour pouvoir, toi, avancer dans ton métier. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises? Bah, tu vois pas du tout, peut-être, j'ai oublié le nom en fait. Je ne vais pas citer le nom de mes concurrents. D'accord, Mais, mais tu oui, vois il y a des outils clairement, même ChatGPT, on peut l'utiliser pour ça. Oui, mais ils sont vraiment très spécialisés sur les données scientifiques justement. Et pour moi, quand j'entends en fait parler de ton projet, qui est très spécifique, orienté sport, eux sont très généralistes. C'est ça. Moi, j'essaye de rester sur la niche de la science du sport parce qu'on peut surperformer en fait quand on se concentre en fait sur un Bien domaine tout très à fait. particulier. C'est vrai que les autres concurrents vraiment sont généralistes. Si on cite ChatGPT, j'ai un utilisateur de mon outil qui m'a dit j'arrête d'utiliser ChatGPT dans ce domaine de la science du sport où on a besoin des sources fiables Mhm. parce que ChatGPT m'a répondu en me citant une source, Oui, mais la source n'existait pas. d'accord, C'était ok. complètement inventé par Bien ChatGPT. sûr. Donc c'est un peu une niche qui est la recherche
qui fait qu'on ne peut pas se fier à certains modèles qui ont tendance à halluciner. On peut l'utiliser d'une certaine manière, mais quand on veut quelque chose d'hyper fiable, moi, j'essaye de construire vraiment un truc pour un produit pour cette catégorie d'utilisateurs qui ont besoin de fiabilité et de traçabilité de la source. Ok. Donc ça, c'est la grosse différence aujourd'hui avec ce qui se passe sur l'IA générative qui va justement avoir tendance à inventer certaines données, certaines informations. Je sais que en tant qu'utilisateur, je demande des fois toujours, quand c'est des choses assez précises, techniques, je demande de vérifier en fait les sources, où est-ce qu'il a été chercher ces informations pour pouvoir... Ouais, c'est ça. Moi, en fait, j'essaye de pousser mon chatbot à dire quand il ne sait pas. D'accord, ok. Et bizarrement, c'est très bien perçu par les utilisateurs. Ils disent, OK, là, il est conscient qu'il ne sait pas. Il demande de repréciser la question ou il dit, voilà, je ne sais pas, désolé, je n'ai pas l'information, je ne trouve pas d'information dans la littérature scientifique pouvant prouver ce point. Et en fait, autant un utilisateur lambda, il va dire, ouais, c'est nul ce chatbot, il ne sait pas. Mais alors que l'utilisateur issu de la recherche va être plutôt content d'avoir un outil qui sait quand il ne sait pas. Et je pense que quand on arrive dans une ère aussi où il y a de plus en plus de fausses informations qui peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux, ces chatbots qui viennent puiser sur le web entier des informations, en fin de compte, ne viennent que se nourrir des publications humaines ou même générées elles-mêmes par de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que ça va devenir un vrai sujet dans les années à venir, où on va devoir potentiellement se mettre à réfléchir à quel chatbot on va utiliser et se diriger vers des chatbots qui vont utiliser uniquement des sources vérifiées, fiables, dans un domaine précis. Ok, ça marche. Merci beaucoup Kevin, en tout cas, d'avoir pris le temps. En tout cas, Au plaisir. C'était vraiment cool. Merci à vous.